Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioritures. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous réjouissez comme nous du retour des beaux jours. Salut Catherine, comment ça va ? Salut Marine, bah oui, ça va très bien. Moi aussi, je suis ravie de ce retour des beaux jours. Et puis, c'était vraiment chouette de déjeuner sur le balcon. Ouais, ça fait du bien, on a pris le soleil. Bon, alors moi, c'est vrai que je rentre de vacances, donc je suis pas trop fatiguée en ce moment, ça va. Et j'en ai profité pour visiter Athènes et le hasard fait bien les choses, car on dirait bien que ce voyage correspond pile poil à notre thème du jour, mythes et héroïnes grecques. C'est vrai, et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué Marine, mais ces derniers temps, on s'embarque quand même toujours dans des thèmes qui rallongent notre pile à lire sans arrêt. Là, c'est vraiment le cas. Quand on a commencé à explorer le thème de la mythologie, on s'est rendu compte qu'il y avait une production incroyable de romans sur ce sujet. Et donc, il a fallu se restreindre. Perso, moi, à un moment, j'ai dit stop parce que j'aurais presque pu commander un nouveau livre tous les jours. Et je lis pas autant que toi, donc ça faisait vraiment trop. Toi, t'as été trop raisonnable parce que moi, je les ai tous achetés en fait. Donc, c'est horrible. Mais t'en fais pas, je compte bien te les emprunter. Et en plus, c'est horrible parce que j'ai même profité de la boutique de l'aéroport à Athènes pour me laisser tenter. Et en plus, il faut dire qu'ils sont malins parce que tous les romans sur la mythologie étaient en tête de gondole. Donc, la tentation incarnée. Et donc, il a quand même fallu faire un choix. Voici donc la liste de livres dont nous avons choisi de vous parler pour ce 13e épisode consacré, vous l'aurez compris, à la mythologie grecque. Circé et le chant d'Achille de Madeline Miller, A Thousand Ships et The Children of Jocasta de Natalie Haynes, Pandora de Susan Stokes Chapman et le premier tome de la BD Médée de Nancy Peña et Blandine Le Calais. Et pour commencer cet épisode, on ne pouvait pas faire l'impasse sur les romans de Madeline Miller. Ils ont eu tant de succès ces dernières années et ils ont surtout relancé cet engouement pour la mythologie. On parle bien sûr de Circé et du chant d'Achille, édité chez Pocket. Catherine, tu as lu Circé, je te laisse donc faire le résumé de ce très beau roman. Hélios, dieu du soleil, a une fille, Circé. Elle ne possède ni les pouvoirs exceptionnels de son père, ni le charme envoûtant de sa mère, mais elle se découvre pourtant un don, la sorcellerie, les poisons et la capacité à transformer ses ennemis en créatures monstrueuses. Peu à peu, même les dieux la redoutent. Exilée sur une île déserte, elle développe son don et ses potions et croise tous les personnages importants de la mythologie, le Minotaure, Dédale et Icare, Médée et bien sûr Ulysse. Mais cette existence de femme indépendante et dangereuse inquiète les dieux et effraie les hommes. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher à ses yeux, Circé doit choisir entre ces deux mondes, les dieux dont elle descend, les mortels qu'elle a appris à aimer. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai fini Circé ce matin, juste avant d'enregistrer cet épisode. Du coup, c'est à la fois tout frais dans ma mémoire et en même temps, j'ai pas encore eu bien le temps de digérer le roman. Mais bon, pour aller droit au but, je pense que j'ai été ensorcelée par Circé. La magie a opéré. Exactement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la démarche de Madeline Miller qui nous fait découvrir un personnage qui, pour moi, était un personnage secondaire, voire même tertiaire de la mythologie grecque. Et là, elle devient le centre de l'histoire. Et vu son histoire, on se dit qu'il était bien temps de la raconter et de lui donner une place vraiment méritée. Parce que c'est vrai qu'on s'y prend à cette histoire. On s'attache à Circé, à ses aventures. On a vraiment du mal à s'arrêter de lire. Moi, franchement, j'ai eu un petit pincement de cœur là quand j'ai terminé le bouquin. J'avais vraiment pas envie de la quitter, cette Circé. Voilà, je crois que c'est ça. Elle m'a bien envoûtée. C'est vraiment un magnifique voyage et un magnifique portrait de femme. Et puis Madeline Miller nous offre un récit à la première personne et donc elle donne une voix à Circé, cette nymphe, déesse, magicienne, sorcière, mais surtout cette femme qui se prend en main et qui prend son destin en main. Alors moi j'ai lu les deux romans, donc Le chant d'Achille et Circé, et je les ai tous les deux beaucoup aimés. J'ai commencé par Circé et tout de suite c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la plume de Madeline Miller et surtout sa façon de présenter Circé, comme tu le disais. On est loin finalement de la figure un peu redoutable de la sorcière ou de l'enchanteresse, même si évidemment on comprend que ses pouvoirs sont très puissants. Mais Madeline Miller donne une dimension également très humaine à son personnage. C'est une femme timide, surtout au début. C'est une femme amoureuse qui se transforme en une figure féminine maternelle et pleine de courage, qui défie les dieux et leurs pouvoirs. Et finalement, c'est l'un des aspects du roman que j'ai le plus aimé, cette façon de s'interroger sur l'immortalité
l'immortalité, sur la toute-puissance et la perfection de ces êtres qu'on admire et qu'on craint quand on se plonge très jeune finalement dans les mythes grecs. Hein. C'est vrai que quand on est gamin, c'est un peu le truc, c'est waouh quoi. Voilà. Ouais. Mais sauf ils sont impressionnants. Voilà, c'est ça. C'est des personnages impressionnants. Et c'est vrai qu'ici, c'est Circé qui admire les hommes et leur mortalité, leur fragilité, puisqu'elle est elle-même victime de la cruauté des dieux. Et Madeline Miller inflige à son personnage toutes les épreuves qui peuvent traverser une vie humaine. Ça passe par l'accouchement, la difficulté d'élever un enfant seul, de se défendre face à des hommes agressifs, etc., etc. Oui, et c'est vrai que Madeline Miller, qui est une spécialiste de la mythologie, a vraiment fait un très bon travail de vulgarisation de cette mythologie. Et d'ailleurs, pas que de vulgarisation, parce qu'en même temps, elle a créé un récit vraiment haletant et romanesque. Alors, on connaît forcément quelques éléments de la vie de Circé, notamment les hommes transformés en cochons. C'est vrai qu'on a hâte d'y arriver. Moi, tout le début du roman, j'étais là, genre, bon, mais quand est-ce qu'elle transforme les hommes en cochons, quoi. Mais en même temps, on est très heureux de découvrir comment elle en arrive là. Et tout le reste nous amène à ça et la suite. Et finalement, ça fonctionne super bien, quoi. On est très content d'avoir le reste de l'histoire. Et c'est ce que nous propose Madeline Miller. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et puis c'est vrai que ce roman, c'est un peu un éloge aussi de la féminité, de l'éphémère, des femmes héroïnes du quotidien, alors que les autres héros, comme Ulysse, très présent quand même dans le roman, puisqu'il a été l'amant de Circé à son retour de Troie, est un peu descendu de son piédestal. On parle par exemple du traumatisme de la guerre dont il est victime, des conséquences de son absence auprès de son fils. Finalement, autant d'aspects qui sont occultés habituellement, puisque ces hommes, justement, sont présentés et sont inventés par les récits pour être des héros parfaits, invincibles, admirables, quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai bien aimé ce côté, tous les personnages qui gravitent autour de Circé, Ulysse, Dédale, tous les dieux et les déesses. Et là, d'ailleurs, tu vois, je m'entends le dire, des personnages qui gravitent autour d'elle, c'est ça que j'ai aimé dans le roman, c'est que Circé, c'est cette femme avec ses forces et ses faiblesses, sa sagesse, sa liberté, et surtout, elle est le centre de l'histoire. Et les personnages qui seraient d'habitude les héros, les personnages principaux, ne sont que ceux qui gravitent autour d'elle, qui ne sont que des personnages secondaires. Et moi, j'ai adoré ce changement de point de vue. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Bref, avec Circé, Madeline Miller, elle dépoussière vraiment la mythologie et elle y apporte une bonne touche de féminisme, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On découvre un superbe personnage féminin qui est à la fois attachante et envoûtante. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce changement de point de vue dont tu parles, c'est un thème que l'on retrouve aussi dans Le Chant d'Achille, puisque dans ce roman, Madeline Miller nous raconte l'histoire d'Achille à travers le regard de Patrocle, son amant. Parce que oui, au cas où vous étiez arrêté au film de Troie comme moi avec Brad Pitt, Patrocle n'est pas le cousin mais l'amant d'Achille, ce qui explique un peu pourquoi le garçon est foudrage quand Hector le tue en duel. Mais bon, à Hollywood, forcément, un héros homosexuel, ça le fait pas trop. Mais bon, franchement, j'avais bien aimé en fait ce film quand même en y repensant. Et puis je l'ai revu à l'occasion de ce podcast et puis en lisant le livre parce que j'étais à fond mythologie. Bon, même il commence à dater maintenant. Oui, un petit peu. Un peu, hein. Je sais plus combien, mais en gros... quelques dizaines d'années, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça, en gros. Et c'est vrai que moi, je l'ai bien aimé. Bon, oui, on voit, il y a un peu des trucs un peu clichés, un peu vieux jeu, mais c'est un bon péplum, quoi. Un peu comme on les aime. Puis il y a Brad Pitt, quoi. Oui, alors moi, tu vois, je l'ai jamais vu. Mais pour moi, en fait, c'était pas un bon film. Donc, j'avoue, même quand il est sorti et tout, il y avait Brad Pitt et tout, mais j'étais là, je crois que, j'entendais que des mauvais trucs dessus, donc je m'étais dit, oh non, je vais pas le voir. Bon, c'est pas du niveau de Gladiator, franchement, on va pas se mentir. C'est ça, moi j'étais, tu vois, j'étais à fond Gladiator, genre. Ouais, non mais je comprends, je peux comprendre qu'on n'aime pas ce film. Après moi, c'était trop popcorn, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais franchement, faut le regarder. Ah oui, donc toi tu dis popcorn positif. Ouais, popcorn, positif popcorn, genre tu te le mates un samedi soir et tu passes un bon moment. Non, moi j'ai bien aimé. Mais après, bon, c'est vrai que il y a plein de choses qu'on peut reprocher à ce film et surtout cet aspect un peu lissé au niveau des personnages et de l'histoire. Mais bon, voilà. Donc faudrait que je le voie, quoi. Ouais, regarde-le, franchement, regarde-le. Donc voilà, en tout cas, moi, avec ce roman de Madeline Miller, j'ai redécouvert l'histoire d'Achille. Et puis surtout, c'est une histoire d'amour qui est très émouvante, qui débute dès le plus jeune âge. On suit ces deux hommes.
leurs évolutions, leurs différences, parce que c'est des personnages qui sont à l'opposé finalement dans leur caractère, mais ils ont quand même un attachement et une dévotion totale l'un pour l'autre. Et puis j'ai surtout adoré la deuxième moitié du roman. C'est vrai que le début est un peu lent, les deux personnages se retrouvent isolés dans la montagne, avec un centaure pour professeur, ils sont dans leur grotte. On est un peu dans Brokeback Mountain, quoi. Ouais, clairement. Franchement, c'est vrai que ça fait penser à Brokeback Mountain. Et donc, du coup, on a un peu envie d'arriver à Troie, de voir la guerre. Et puis, mais rassurez-vous, après, de ce côté-là, on est servi, croyez-moi. Ça marche très bien. Et donc, du coup, entre Circé et Le Chant d'Achille, lequel as-tu préféré ? Pour moi, impossible de choisir un des deux romans. Je les ai tous les deux aimés autant l'un que l'autre. C'est vrai que certains ont tendance à dire « moi, j'ai préféré Circé, moi, j'ai préféré Le Chant d'Achille ». Je trouve que les deux revisitent des mythes qui sont passionnants. Les personnages sont tous les deux envoûtants, comme tu le disais. L'action de la guerre de Troie, c'est génial. Et on est pris dedans. Et moi, je les ai enchaînés l'un après l'autre et je me suis pas du tout lassée. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que la plume de l'autrice marche très bien. Alors moi, je voulais juste faire une petite mention spéciale avant de finir sur ces deux romans pour la collection qui est un peu à part de Pocket pour ces deux romans, justement. Je la trouve vraiment super belle. C'est Pauline Rico qui a fait l'illustration des couvertures et j'avoue que j'ai été vraiment sous le charme de ces deux couvertures et c'est même presque pour ça que j'ai voulu les acheter au début parce que j'ai trouvé super belles. C'est vraiment réussi et ça a renforcé mon envie de lire les livres. Donc Pocket, bravo, continuez et faites-en d'autres comme ça. Ouais, c'est vrai, on aime beaucoup. Et en tout cas, une chose est sûre, on se précipitera pour découvrir le prochain livre de Madeline Miller. Les deux romans dont on va vous parler maintenant ne sont pas encore sortis en français, nous les avons donc lus en VO, et l'une comme l'autre, nous avons adoré ces lectures. Il s'agit de A Thousand Ships et The Children of Jocasta de Natalie Haynes aux éditions Picador. Deux livres qui s'attachent à donner un point de vue très féministe sur deux grands mythes grecs, la guerre de Troie et le mythe d'Édipe et Antigone. Et on commence avec A Thousand Ships. Au milieu de la nuit, Créus se réveille pour trouver sa ville engloutie par les flammes. 10 années de conflit entre les Grecs et les Troyens arrivent à leur fin. Troie est tombée. Des femmes troyennes dont le destin est désormais entre les mains des Grecs, à la princesse Amazone qui a combattu Achille en leur nom, à Pénélope attendant le retour d'Ulysse, en passant par les 3 déesses dont la querelle a tout déclenché, A Thousand Ships nous raconte les histoires des femmes impliquées dans cette guerre légendaire. Moi, dans la sélection qu'on a faite pour cet épisode, c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'ai été complètement charmée par ce roman. Pour la petite histoire, c'est Anne Solène, notre collègue et grande lectrice, qui m'en avait parlé il y a déjà plusieurs années. D'ailleurs, elle m'avait aussi parlé de Circé à l'époque. Donc, c'est clair que le livre était dans ma pile à lire depuis un moment. Et je dois dire que, comme toujours, les goûts littéraires d'Anso sont en adéquation parfaite avec les miens. Et c'est resté longtemps dans ma pile à lire, mais j'ai vraiment adoré. Et je me dis, j'aurais dû m'y mettre plus tôt quand même. En tout cas, voilà. Merci Anso pour le petit conseil. C'était parfait. Et donc, pour revenir à A Thousand Ships, je l'ai vraiment adoré, autant pour le fond que pour la forme. D'abord, raconter l'histoire de la guerre de Troie du point de vue des femmes qui l'ont elles aussi vécu, c'était vraiment bienvenu. Je pense que c'est un peu un travail indispensable. Après tout, sans Hélène, sans Andromaque, sans Pénélope ou sans Héra, Athéna et Aphrodite, la guerre de Troie n'aurait pas été la même et elle n'aurait même probablement pas eu lieu. Et pourtant, ces femmes sont souvent oubliées des récits ou alors présentées comme des êtres faibles, elles sont passives et surtout on ne montre qu'une facette de leur implication dans le conflit. Or évidemment, il y a bien plus de choses à dire et c'est ce que fait Natalie Haynes et en plus, je trouve qu'elle le fait avec brio. Chaque chapitre nous raconte donc le point de vue d'une des femmes. Au fur et à mesure, on recrée du coup l'histoire de Troie et même un peu l'Odyssée d'Ulysse d'ailleurs. On retrouve tous les liens entre les personnes, les actions de certains et les conséquences évidemment. Et les femmes sont remises au centre de l'histoire. J'avoue que d'ailleurs, j'avais pas tout à fait compris ça au début. Quand j'ai lu le premier chapitre, dont je ne vous dirai pas la fin pour ne pas vous spoiler, j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à ce chapitre-là. Parce qu'en fait, certaines femmes sont évidemment plus importantes que d'autres dans le récit, mais même les moins importantes ont le droit à leur chapitre. Et ça, j'ai vraiment adoré. Elles sont plus ou moins importantes, mais elles ont leur place dans l'histoire de la guerre de Troie. C'est vraiment ça, c'est redonner leur place
place aux femmes, quoi. Et je trouve qu'en plus, raconter la guerre de Troie du point de vue des femmes, c'est hyper efficace. C'est évidemment romanesque à souhait. C'est vrai que quand on se lance dans la mythologie, niveau romanesque, on a tout ce qu'il faut, hein. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, la mythologie en a sous le coude. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que dans ce roman, il y a le côté très féministe du récit, évidemment. Bah oui, ce propos féministe est évidemment un truc qui nous plaît énormément. On sent même presque un propos politique, je trouve, dans le roman. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et notamment avec l'écriture de Natalie Haynes, parce que je trouve que c'est très intelligent, c'est vif, il y a un rythme fou, il y a beaucoup d'émotions, il y a même de la tension, et puis un peu d'humour aussi, un côté un peu pince sans rire, humour anglais, quoi. Bref, on se sent vraiment proche de toutes ces femmes. Il est vraiment difficile de reposer le livre. Et puis, le charme a surtout fonctionné sur la forme du roman, le côté récit choral de femmes, mais aussi le fait que tous ces récits soient liés par la muse Calliope. Et elle, je l'ai adorée. Ces petits chapitres intercalés qui étaient vraiment super, et je trouve que c'est une super trouvaille d'avoir lié tout ça avec Calliope. En gros, Calliope, elle en a marre de souffler des histoires de mecs aux bardes, et elle décide de donc inspirer à ce barde qui lui demande absolument une histoire de femme. Et dans chaque aparté de Calliope, elle se plaint du barde qui est pas content qu'elle lui raconte des histoires de femmes. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai lu le premier chapitre. Et c'est trop drôle, parce que la façon dont elle en parle, on sent, elle a un peu la flemme, quoi. Elle en a ras-le-bol, elle est saoulée de ouf. Et c'est vrai que c'est drôle, parce qu'on a un peu l'image de la muse, très, un peu gnangnan. Et là, en gros, elle est là, il me saoule, lui, tu vois, à m'interpeller, comme ça, j'en ai ras-le-bol. Enfin, c'est très drôle, je trouve, c'est marrant, la manière dont c'est écrit. Et du coup, elle se dit, cette fois, je vais lui donner un peu une autre histoire, quoi. Changeons un peu les habitudes. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on retrouve un peu ce propos politique et féministe dont je te parlais. Là, vraiment, il y a plusieurs pages que j'ai cornées pour garder vraiment des passages, parce que je trouvais ça hyper intéressant, ce qu'elle disait. Et donc, là, j'en ai ressorti 2 comme ça. Le premier, c'est à peu près au milieu du roman. Elle dit « Il y a tellement de façons de raconter une guerre. Tout le conflit peut être résumé en un seul incident. Disons, la colère d'un homme face au comportement d'un autre. Mais c'est la guerre des femmes tout autant que la guerre des hommes, et le poète regardera leur douleur, la douleur des femmes qui ont toujours été reléguées aux confins de l'histoire, victimes d'hommes, survivantes d'hommes, esclaves d'hommes, et il la racontera ou il ne dira rien du tout. Elles ont assez attendu leur tour. » Et puis dans la conclusion, elle dit aussi « Cela n'a jamais été l'histoire d'une femme ou de 2, c'est l'histoire de chacune d'elles. Une guerre n'ignore pas la moitié des personnes dont elle touche la vie. Alors pourquoi le faisons-nous ? Elles ont attendu qu'on raconte l'histoire et je ne les ferai plus attendre. » C'est vraiment, je trouve, hyper intéressant de poser ces mots-là. Ça fonctionne évidemment pour la façon dont on raconte la mythologie, mais je trouve qu'en fait, ça marche même aujourd'hui. C'est très actuel. Finalement, quand on lit ce genre de passage, on s'empêche pas de penser à la guerre en Ukraine. Et ça résonne encore aujourd'hui pour toutes les guerres qui se passent, pas seulement en Ukraine d'ailleurs, mais partout dans le monde. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je trouve que ça en dit beaucoup sur la place des femmes dans le monde, mais aussi dans le récit du monde, et finalement depuis l'Antiquité, parce que souvent on les oublie. Et là, on en revient au thème du podcast du mois dernier. Du 8 mars, exactement. C'est les femmes oubliées. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a tout ce côté aussi très... Enfin, il y a des réflexions très sérieuses, mais il y a aussi un côté humoristique avec Calliope, comme on disait, qui s'énerve là. C'est quelque chose que j'ai adoré. Et ça lie complètement tout le roman. C'est ça qui fait que je trouve tous ces récits de chaque femme différente fonctionnent super bien et qu'on a envie d'aller au suivant. Bon, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté, il est sur ma table de chevet. Je n'ai pas envie de le lire tout de suite, mais je vais pas tarder à le faire. Du coup, moi, en parallèle de cette lecture, j'ai lu un autre roman de Natalie Haynes qui s'appelle The Children of Jocasta. Jocaste n'a que 15 ans lorsqu'on lui annonce qu'elle doit épouser le roi de Thèbes, un vieillard qu'elle n'a jamais rencontré. Sa vie ne lui a jamais appartenu et elle ne le sera pas plus, à moins qu'elle ne survive à son mari étrange et absent. Ismène a le même âge lorsqu'elle est victime d'une agression dans les couloirs du palais.
Depuis la mort tragique de ses parents, une décennie plus tôt, elle vit entourée de ses frères et de sa sœur, à l'abri des dangers de la ville et de l'extérieur. Avec ces deux événements, c'est une tragédie qui se met en marche. Avant de me plonger dans ce livre, j'étais très peu familière finalement avec l'histoire d'Oedipe. Comme tout le monde, je connaissais un peu les grandes lignes, le parricide, l'inceste, etc. Mais ça s'arrêtait là. Donc j'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter un œil sur Internet pour lire la généalogie des personnages dont on parle dans le roman. C'est vrai que moi aussi j'ai fait ça. Quand je lisais Circé, j'allais chercher tiens, tel dieu, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Je me souviens plus. C'est quoi l'histoire et tout. Et tel mythe et tout ça. Non, mais ça va c'est avec, sympa je aussi. trouve. Ouais. Mais en tout cas, bon, c'est pas obligatoire pour comprendre le récit, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de vous mettre avec votre téléphone ou votre ordi à côté pour chercher les références, ça se lit très bien tout seul comme ça. Et finalement, c'est un peu sur le même principe que Thousand Ships, puisque l'autrice alterne les points de vue un chapitre sur l'autre. Les deux personnages principaux sont donc Jocaste, la mère d'Oedipe, et Ismène, sa fille, et ça marche très bien parce que ça rythme le récit, ça entretient évidemment le suspense, puisqu'on doit attendre un chapitre avant d'avoir la suite de l'histoire. Et donc, pourtant, on a envie de se dire que la fin, on la connaît, quoi. Et il n'y a pas vraiment de suspense. Ouais, on sait comment ça se termine. Et en même temps, d'un côté, soit tu prends le parti de te dire, bon, je connais la suite, je connais la fin, et du coup, tu as quand même beaucoup d'impatience à voir arriver ce moment fatidique et tragique. Ouais, comme dans Circé, quand est-ce qu'elle va voilà, transformer les hommes en cochons, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, tu as un petit peu cette envie. Et puis, en même temps, il y a aussi le fait de se dire, bon, c'est une réécriture. Donc, l'autrice a tout à fait la liberté de changer la fin, de la réinterpréter, de voir comment elle va l'amener. Enfin, voilà, il y a aussi quand même... Donc, il y a du suspense. Et puis, en plus de ça, il se peut que la fin ne soit pas du tout celle à laquelle vous vous attendiez. Mais en même temps, c'est ça qui est vachement fort, je trouve. C'est vraiment la grande réussite de Natalie Haynes, c'est de pouvoir créer du suspense sur une histoire dont finalement on connaît déjà la fin. Donc moi, je trouve que pour ça, elle a été assez chapeau. forte. Hein. Ouais, chapeau, clairement. C'est vrai que ça marche très très bien. Alors en plus, dans la version de Natalie Haynes, la tragédie, elle est avant tout humaine et les figures fantastiques qui hantent le récit traditionnel sont assez occultées quand même. Je pense notamment à l'oracle, au sphinx qui perdent un peu de leur magnificence. Et l'influence des dieux sur le destin des hommes est vraiment réduite à néant, puisque l'autrice, elle ancre son roman finalement dans une réalité qui est très pragmatique, voire presque scientifique. Je pense par exemple à un épisode de La Peste qui est comme ça un peu en filigrane tout le long du roman. Enfin voilà, il y a quelque chose de très scientifique finalement dans sa façon de raconter les événements, alors que bon, à l'époque, on aurait plutôt tendance à se dire c'est une malédiction des dieux, tout ça. Tu vois, l'aspect un peu justement fantastique, religieux, qui là, bon, est un peu remis en question. Donc moi, j'ai bien aimé cette façon de décrire la mythologie. En plus de ça, les deux personnages d'Ismène et de Jocaste sont vraiment passionnants dans leurs combats, dans leurs épreuves. Nathalie Haynes place vraiment sur le devant de la scène deux femmes qui sont souvent éclipsées dans les récits classiques. Tu vois, par exemple, je connaissais pas leur nom. Moi non plus. Voilà. Donc, et là, elle leur donne vraiment voix au chapitre et elle a une très belle façon d'entremêler et d'entrelacer leur destin avec génie. C'est vrai que les lecteurs qui sont attachés à la version officielle du récit seront un peu peut-être offusqués de la réécriture. Mais pour moi, la magie des mythes, justement, elle tient justement à cette réinterprétation que l'on peut en faire, le fait de se réapproprier les histoires et selon les époques, les styles. Et du coup, c'est un peu ce qui contribue aussi à les rendre immortels. Oui, c'est clair. Et donc, avec A Thousand Ships et The Children of Jocasta, vous avez vraiment deux très bonnes réécritures de la mythologie avec cette perspective féminine. C'est un vrai plaisir et franchement, on vous conseille vraiment de les lire. Bon, j'ai regardé s'il y avait des traductions françaises qui étaient prévues. Moi, j'en ai pas trouvé. Moi non plus. Mais donc, voilà, faudra se contenter pour l'instant de la version originale et puis espérer qu'il y aura bientôt une version française. J'espère, ouais. Cette fois-ci, on sort un peu de l'Antiquité pour faire un bond dans le temps, direction la fin du XVIIIe siècle avec le roman de Susan Stocks Chapman, Pandora, un autre livre en VO paru aux éditions Harvill Secker. Mais ne vous inquiétez pas, on reste à fond dans la mythologie. Alors là, on est à Londres en 1799. Dora Blake vit avec son oncle dans ce qui était autrefois la célèbre boutique d'antiquité de ses parents. Lorsqu'un mystérieux vase grec est livré, Dora est intriguée par le comportement suspect de son oncle et demande l'aide d'Édouard Laurence, un jeune antiquaire.
Les deux passionnés comprennent rapidement que ce mystérieux vase pourrait servir leurs intérêts personnels. Malheureusement, leurs recherches vont les mener bien plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé, aux confins de la Grèce antique et des secrets de la mythologie. Alors là, c'est vrai que c'est un roman, c'est du pur divertissement, quoi. En lisant le résumé, j'ai vu Londres, 18e siècle, vase mystérieux, mythologie, histoire d'amour. Du coup, je l'ai acheté direct. Bon, si on peut quand même préciser, c'est moi qui te l'ai vendu, oui, celui-là. Oui, allez hop, encore un en plus. Ouais, c'est vrai. Heureusement que tu m'as envoyé la capture d'écran et du coup, j'ai foncé direct. Et puis en plus de ça, il faut dire que la couverture, elle est trop belle. Elle est super belle. Bah oui, c'est ça qui a attiré l'œil tout de suite, voilà. De toute façon. Voilà, donc évidemment, on en arrive, un autre que je vais t'emprunter. Voilà, avec plaisir. Donc là, on est un peu entre le roman anglais époque géorgienne et le blockbuster Indiana Jones. Moi, c'est un peu l'effet que ça m'a fait. C'est plein de suspense. C'est un peu grand écart quand même. Ouais. Et en même temps, bon, voilà, il y a cet aspect justement qu'on retrouve dans les Indiana Jones qu'on aime bien, chasse au trésor, tout ça. Complètement, ouais. C'est génial. Moi, j'adore. Donc, c'est plein de suspense, c'est plein de rebondissements. Et la romance entre les personnages, elle est là, mais elle reste très légère. Elle prend peu de place dans l'intrigue. Et moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. J'avais pas besoin de plus. Ouais. Le rythme de l'intrigue est très bien mené. On entre très vite dans l'histoire. Et les personnages sont complexes. On bascule petit à petit dans une atmosphère qui est noire, violente, rendue presque étouffante par les descriptions de la ville. Il y a quelque chose de sordide aussi bien chez certains personnages. Je pense par exemple à l'oncle de Dora qui est une vraie pourriture, hein. On va le dire comme ça. Soyons clairs. Voilà. Mais c'est aussi quelque chose qui est rendu avec l'ambiance des différents quartiers de Londres, en particulier celui du port. Et tout ça ajoute au mystère de l'intrigue. Et donc du coup, j'ai été vraiment happée, captivée. J'arrivais pas à lâcher le roman, d'autant que même si, donc là, je l'ai lu en anglais, ça se lit vraiment très facilement. C'est une écriture qui est fluide, qui est efficace. Donc, vrai page-turner, quoi. Exactement. On se prend pas la tête et on aime. Après, à côté de ça, c'est vrai que si ça reste un roman de divertissement, il y a certains thèmes qui sont abordés par l'autrice qui sont très intéressants, puisqu'on parle d'artisanat. Par exemple, Dora, elle dessine de la joaillerie. On parle de marché noir de l'art, de la fascination du 18e et du 19e. On est un peu à cheval sur ces deux siècles pour l'Antiquité. On parle des guerres napoléoniennes, mais aussi des pillages de l'Occident lors des campagnes en Orient sur les sites antiques. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu une véritable bataille entre les puissances européennes pour récupérer les trésors, les richesses. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, les musées européens sont remplis d'œuvres et de pièces de collection qui ne leur appartiennent pas et que les gouvernements rechignent un peu à rendre. Voilà. Et du coup, de façon très concrète et très personnelle, moi, c'est une chose dont je me suis rendu compte en allant à Athènes et au musée de l'Acropole, puisque certaines statues, je pense notamment aux cariatides de l'Érectillon, donc c'est 6 statues qui ornent le temple et qui sont exposées au musée. Sauf qu'Athènes n'en possède que 5. La 6e, elle est exposée à Londres, au British Museum, et le musée l'explique et a même laissé un trou entre ces deux statues pour laisser en évidence cette absence. C'est pour montrer, à la base on en avait 6, il nous en reste 5. La 6e n'est pas chez nous. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce roman en me promenant un peu dans les allées du musée, et je me suis fait la même réflexion en allant au Louvre. Si vous avez l'occasion de vous rendre à la section Égypte antique, j'ai été sidérée de voir à quel point cette section était fournie. Alors vous allez me dire, comme toutes les autres, mais sauf qu'au fond, ça interroge un peu quand même sur la légitimité de la France à garder de tels objets, parce que c'est tout un débat, mais c'est vrai que ces objets, ils ont été trouvés en Égypte, donc on pourrait se dire que peut-être que leur place n'est finalement pas à Paris. Donc voilà, évidemment, c'est tout un débat sur lequel on ne peut pas vraiment s'étaler là maintenant, mais en tout cas qui interroge. C'est un débat super intéressant. C'est un débat qui interroge. Je trouve en tout cas c'est bien d'en avoir conscience, je pense, quand on rentre dans les musées, de se dire est-ce que cette œuvre a vraiment sa place ici. Moi je suis pas spécialiste, mais d'ailleurs si vous avez des références peut-être de livres, de podcasts, ou je sais pas, d'interviews, de reportages, n'hésitez pas à nous les partager parce que c'est vrai que ça nous intéresse. Ouais, carrément. Moi, c'est marrant, ce dont tu parles là, ça me fait vraiment penser à un autre roman, alors pas sur la mythologie, mais plus sur l'Antiquité, qui s'appelle Le voleur d'éternité d'Alexandra Lapierre. Je sais pas si je t'en avais parlé. Ouais, mais je l'ai pas lu moi. Et c'est vraiment un super roman d'aventure, roman historique. Ça se passe dans les années 1600 quelque chose. Et en gros, ça raconte l'histoire de cet homme qui justement a été récupérer des antiquités partout dans le pourtour méditerranéen
pour les ramener en Angleterre pour les collections des riches anglais de l'époque. Et donc, c'est le début des créations de ces collections qui sont maintenant au British Museum. Donc, j'imagine que la cariatide, elle est dans l'histoire. Je l'ai lu il y a très, très, très longtemps. Ça se peut, je sais qu'il y avait notamment... des frises. Des frises, notamment, ouais, je crois, du Parthénon. Donc voilà, on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. Et d'ailleurs, je vous le conseille, hein, vraiment, ce roman, si vous aimez les romans historiques, il est super. Alexandra Lapierre, elle est hyper forte pour ça. Elle raconte super bien et on est vachement emporté par son récit. Donc voilà. Donc allez-y. Une autre référence pour développer un peu autour du thème de la mythologie. Donc, de l'Antiquité plutôt, là, en ouais, l'occurrence. de l'Antiquité, ouais, on va dire. Mais voilà, pour élargir un peu, si on veut. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, pour en revenir à Pandora, un très beau roman que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je trouve que c'est un bon divertissement. Et un bon divertissement, voilà, autour, pour sortir peut-être un peu des livres de Madeline Miller, tout en restant un peu dans le thème, quoi. Et on termine bien sûr avec notre BD du mois. Et parmi toutes les possibilités qui s'offraient à nous, nous avons choisi de vous parler de la série écrite par Nancy Peña et Blandine Lecalais, Médée. C'est une série en 4 tomes, éditée par Casterman, qui, comme son nom l'indique, nous raconte en détail l'histoire de Médée, loin des clichés infligés par le temps à cette figure de la mythologie grecque. Médée est surtout connue pour être la magicienne qui aida Jason à conquérir la Toison d'Or et la femme qui, des années plus tard, tua ses enfants pour se venger d'avoir été abandonnés. Entre les deux, une série d'aventures, de voyages et d'exils jalonnés de meurtres abominables. Mais qui était-elle vraiment ? Une mère aimante et une amoureuse assumant ses désirs que sa passion finit par égarer ? Une femme libre refusant la tyrannie des hommes ? Une barbare venue semer la confusion dans le monde civilisé des Grecs ? Une sorcière redoutable, maîtresse de forces occultes ? Un monstre, tout simplement ? Par de la calomnie, exagération et déformation infligées par le temps, Médée nous raconte sa véritable histoire, depuis les jardins luxuriants de son enfance en Colchide jusqu'à l'île mystérieuse d'où elle livre son ultime confession. Alors d'abord, moi je voudrais faire une petite aparté, si tu me le permets. Je voudrais pas nous lancer des fleurs. Enfin si, franchement, allons-y gaiement. On peut y aller. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette sélection de livres et de BD qu'on a fait pour ce mois-ci. Moi aussi. Déjà parce que c'est une série de lectures qui nous donne une autre perspective sur la mythologie. Moi aussi, je suis allée en Grèce il y a pas très très longtemps, et donc j'avais pas mal de mythes en tête, et j'ai beaucoup aimé les redécouvrir sous cet angle féministe, mais surtout parce que avec toutes ces lectures, on retrouve les personnages d'un livre à l'autre. C'est vrai. C'est un peu comme si chaque lecture était le spin-off de la lecture précédente ou de la suivante. En gros, on est un peu dans un univers partagé comme le MCU de Marvel, quoi. Enfin, tu vois, tu retrouves le Doctor Strange dans Spider-Man, puis Thor dans Doctor Strange. Bref, là, c'était Circé, tu la retrouves dans Thousand Ships, puis tu retrouves Médée dans Circé, etc. Tout ça sous différents styles et différents formats. Et c'est quelque chose que j'ai adoré. Ouais, puis c'est vrai que c'est chouette, une fois qu'on est dans le thème, de les enchaîner, finalement. Ouais. Moi, pendant un mois, j'ai lu que ça, et j'avais d'ailleurs du mal à lire autre chose, parce qu'on est dedans, on est à fond dans la mythologie, et on enchaîne comme ça les histoires, on s'arrête et plus. c'est pas plus mal. Ouais, comme ça, on replace un peu chaque personnage dans sa légende, et c'est sympa. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'était exactement ça avec Médée. Moi, j'ai lu la BD avant de commencer Circé, et en lisant Circé, j'étais trop contente de retrouver un petit chapitre sur Médée. D'ailleurs, pas qu'un, hein, il y a eu, on l'évoque plusieurs fois, d'autant plus que pour le coup, Médée, je la connaissais beaucoup moins, donc ça a été une très belle découverte. J'ai lu que le premier tome, mais j'ai vraiment très envie de lire les autres tomes, il faut juste que je les trouve. Alors, petit appel d'ailleurs au passage, hein, si quelqu'un les a et peut me les prêter, je suis pas contre, parce que j'aimerais bien limiter un petit peu. Mon étagère à BD, là, elle est pleine à craquer, je peux pas en rajouter. Alors, pour info, sachez qu'il existe aussi une version intégrale qui réunit les 4 tomes. Donc, ça peut être une solution un peu plus économique. Bon, c'est vrai que Médée, avec Circé d'ailleurs, elle fait partie des rares sorcières de la mythologie grecque. Il n'y a pas beaucoup de personnages, et puis souvent, elles sont un peu désignées sous le terme d'enchanteresse. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un personnage, en tout cas, moi, qui, je trouve, intrigue, fascine, surtout pour la cruauté avec laquelle elle est souvent dépeinte. Et déjà, dans Circé, Madeline Miller nous proposait un peu une autre version du personnage, un peu plus humaine, plus sombre, et en même temps, oui, c'est vrai, plus sombre. Par rapport au premier tome, en tout cas. Par rapport au premier tome, ouais. Finalement, elle a été trompée, elle a été abandonnée par Jason après l'avoir aidé à dérober la Toison d'Or, et du coup, la jeune femme finit par tuer ses enfants et la nouvelle femme de son amant.
Bon, en gros, moi, je trouve que dans Circé, c'est un peu Jason qui est le goujat de l'histoire. Ah oui, complètement. Oui. Tu vois, on renverse un peu les rôles, en tout cas de façon officielle. Donc moi, j'ai bien aimé la façon dont elle était présentée dans Circé aussi. Oui, dans Circé, comme dans d'ailleurs cette BD. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que dans ce premier tome, on sent vraiment la tragédie qui pointe le bout de son nez, mais au loin. Et finalement, on est plus dans un début qui est plutôt doux, avec l'enfance puis l'adolescence de Médée. On a un peu d'ailleurs du mal à imaginer que c'est cette sorcière qui va tuer ses enfants. Hein. On se demande un peu où elle est cette femme-là. Au contraire, Médée, et dans ce premier tome, est vraiment présentée comme une jeune fille intelligente, vive, qui est clairement sous le joug de son père, très dur et très sombre et qui intrigue dans tous les sens. Et donc, c'est pas la sorcière qu'on imagine. Ouais, c'est vrai que là, dans ce premier tome, finalement, on commence par son enfance en Colchide. Et son père, je sais pas, moi, j'arrivais pas trop à le cerner, ce personnage, parce qu'il fait très orgueilleux, un peu vengeur. Ouais. Et en même temps, il est attaché quand même à sa fille. Il est un peu aimant. Je sais pas si on peut dire ça. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt pour le pouvoir qu'elle peut lui apporter. Oui, c'est vrai. Ouais, Parce c'est vrai qu'il le sait qu'elle est intelligente et qu'elle est forte et que elle va pouvoir lui donner encore plus de pouvoir. Ouais, en fait. tout ce C'est qu'il n'arrive pas à avoir avec ses fils. Ouais, exactement. C'est vrai. Et voilà, donc le premier tome, en fait, ça plante un peu le décor. Ça se termine à l'arrivée des Argonautes, donc dirigés par le fameux Jason. Donc c'est plus une entrée en matière. Moi, c'est vrai que dans ce premier tome, j'ai un peu regretté quelques éléments de langage un peu trop modernes, je trouvais, dans le contexte mythologique. Un peu le vocabulaire qui était étrange, un peu trop actuel, quoi. Ah ouais, mais c'est marrant parce que donc moi, il m'a fait, en effet, ce côté moderne là, ça m'a fait une impression un petit peu bizarre au début, mais finalement, j'ai bien aimé le langage et tout ça. J'ai pas trop, tu vois, c'est peut-être ça qui m'a fait bizarre, mais j'ai pas mis des mots dessus. En revanche, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il n'y ait pas de magie, d'intervention divine. On nous parle plutôt finalement du côté scientifique, terre à terre. Et ça, j'ai bien aimé. Je trouve que ça donne pas mal de puissance au récit. C'est vrai. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les dessins qui sont très riches en détails. Le palais où vit Médée, c'est magnifique. La végétation, c'est très très beau. Donc les décors, l'atmosphère de cette bande dessinée, sont très bien travaillées. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ces dessins de Nancy Peña. D'ailleurs, je trouve notamment que les couvertures des 4 tomes sont vraiment super belles. Ouais. Et rien que pour ça, t'as envie d'avoir les 4 tomes. Tu sais, c'est pour ça que l'intégrale, ça serait un peu frustrant en fait. Toujours dans l'excès, on est toujours dans l'excès. C'est pas possible. Mais oui, je trouve qu'il y a une finesse dans son trait qui me plaît vraiment beaucoup. Les couleurs sont superbes. Il y a vraiment ce côté, les planches très vives dans sa jeunesse et son insouciance dans les jardins du palais. Et des planches beaucoup plus sombres quand on avance, quand Médée grandit et quand les responsabilités lui tombent dessus, hein, ou quand on parle du père aussi. Ouais. Je trouve qu'on a vraiment ce contraste qui est vachement bien. Et du coup, ça m'a donné envie de découvrir un peu le travail de Nancy Peña. J'ai vu qu'elle avait fait notamment une BD, Le chat du kimono, qui semble complètement différente, mais que je mettrais bien dans ma pile à lire si on fait un épisode spécial chat, tu vois. Allez hop, à rajouter en plus. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas été non plus subjuguée par ce premier tome. Je l'ai lu avec plaisir. Mais voilà, j'attends de voir la suite un peu de la série pour voir comment l'histoire évolue, si je m'attache un peu plus au personnage et surtout pour me faire un avis un peu plus complet. Parce que c'est vrai que là, sur un premier tome, finalement, c'est peut-être un peu difficile. Ouais, moi, je pense qu'on va s'attacher au personnage. Ouais. Bah voilà. On sait que vous auriez aimé poursuivre cet épisode, et nous aussi, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais bon, parce qu'on était très inspirés par cet épisode, et surtout parce qu'il n'y a pas de raison que vos piles à lire ne subissent pas le même sort que les nôtres, on vous donne quelques bonus de lecture autour de la mythologie. Alors d'abord en roman, il y a Le silence des vaincus de Pat Barker et Ariane de Jennifer Saint. En BD, vous pouvez lire L'or Olympus de Rachel Smith ou alors La sagesse des mythes. C'est une collection qui est dirigée par Luc Ferry et qui retrace toutes les grandes légendes de la mythologie grecque. Et puis pour les plus jeunes, je vous propose De l'autre côté du mythe de Flora Boukri. Il y a 2 tomes, un sur Méduse et l'autre sur Ariane. Et enfin, en livre audio pour les plus jeunes aussi, le feuilleton d'Hermès et le feuilleton d'Ulysse. Ça s'écoute dès 6 ans et c'est de Muriel Zac.
On espère que cet épisode vous a plu. Le choix a été dur, mais n'hésitez pas à nous dire quels sont les livres qui vous tentent le plus, ceux que vous avez déjà lus ou que vous aimeriez découvrir. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur notre page Instagram lebruitdespages.podcast. Et puis vous pouvez aussi lire les avis de Marine sur son compte Instagram Au fil des pages. N'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles sur les plateformes d'écoute, surtout si vous avez aimé. Ça nous encourage beaucoup et surtout ça donne de la visibilité au podcast et on en a bien besoin. Oui. Et avant de se quitter, Catherine, que lis-tu en ce moment ? Alors du coup, moi je viens tout juste de reposer Circé et j'avoue que j'hésite à continuer sur ma lancée avec Le Chant d'Achille ou faire complètement différent avec par exemple S'adapter de Clara Dupont-Mono. Ou alors, à partir dans une relecture, parce que je viens d'écouter le dernier épisode du podcast Adapte-moi si tu peux, qui était sur Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, et j'avoue que ça m'a donné super envie de le relire. Moi, je l'ai jamais lu, mais j'ai vu le film et j'avais adoré. Mais lis le livre. Bon, franchement, je le lirai alors. Ça vaut le coup. Et toi, Marine, du coup, je sens que t'es un peu dans le même doute que moi. Moi, du coup, j'hésitais à enchaîner avec A Thousand Ships. Mais bon, c'est vrai qu'après 3 romans sur la mythologie, enfin 4 même, je commence à en avoir un peu marre. J'ai passé tout mon mois de mars là-dessus, donc j'ai envie de changer. Et je me suis finalement lancée dans La 8e vie de Nino Haratichvili. Un bon pavé de 1200 pages, donc je pense qu'il va me faire bien 15 jours. J'en ai pour un petit moment. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se dit à dans un mois pour de nouvelles découvertes. Et d'ici là, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.